30 ans qu'il fait de la musique et 30 ans qu'il refuse de faire celle qu'on attendait. Il a écrit en Corse sur un ouvrier américain du 19e siècle, une barre de fer dans le crâne. Il a coproduit avec François-Eudes Chanfrault, l'un des plus sérieux compositeurs électroniques de sa génération. Il a parlé d'Internet comme d'un nouveau bourg et des réseaux sociaux comme d'un théâtre où chacun paye son siège. Il a aussi signé la bande-son de la mafia, du clan et du bandit pour 1,5 million de Français le mardi soir devant Canal+, refuser le folklore et l'accompagner au même moment. Nous recevons aujourd'hui Pierre Gambini. Bonjour. Bonjour. Quand vous étiez ado à Bastia, qu'est-ce que vous écoutiez en premier le matin et puis le soir aussi, qu'est-ce qui passait dans la chambre, sur la chaîne ou sur le Walkman? Pas une liste théorique, mais une playlist, quelque chose qui vous faisait vibrer. Qu'est-ce qui vous a formé? Quand j'étais ado, j'ai baigné un peu. J'avais deux grands frères et une grande sœur avec des goûts très différents. Et j'ai baigné vraiment dans un univers du vinyle et de la radio, où on enregistrait sur cassette ce qui passait à la radio. Donc j'étais connecté, je dirais, à la musique populaire par la radio, puisqu'on écoutait énormément la radio. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui tournait en boucle, hein. Et les vinyles, c'était presque un rituel. Donc on se mettait devant, on regardait l'objet tourner en feuilletant la pochette et en lisant les paroles qui étaient écrites dessus. Donc j'ai baigné dans un univers très rock, hein. Très rock, hein. Ça passait de Led Zepp à Deep Purple, en passant par le punk avec The Clash. Il y avait des disques qui traînaient que moi, enfant, ado, je n'arrivais pas trop à capter, comme Leonard Cohen, parce que j'étais trop jeune, je pense, pour comprendre la proposition. C'est des trucs que je suis arrivé un peu plus tard dessus. Mais j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était très curieuse. Du coup, moi-même, je le suis. Je pense que, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on écoutait? Que ce soit sur cassette ou sur vinyle? Ce que je viens de citer, des albums en fait de rock essentiellement. Il y avait un peu de musique classique. Je me rappelle qu'il y avait un album de Vivaldi qui tournait aussi, qui était très bien. Et puis mes parents, eux, appartenaient à une génération où ils étaient fans de Brassens, Brel. Donc et puis c'était dans la voiture, c'était à la maison. Il y avait de la musique assez souvent. Le Walkman est arrivé un peu plus tard quand même. Je l'ai eu un peu plus tard, mais à l'adolescence, je me souviens avoir une chaîne hi-fi où c'était un combo complet, hein, où il y avait platine, cassette. Voilà, donc on écoutait vraiment un peu de... C'était assez éclectique en fait. Vous avez raconté qu'à la maison, ça tournait de Kant à Antoine Chioz et en même temps, justement, le rock et le punk, hein. Ce mélange, vous le racontez comme une évidence, mais ça n'en était pas une partout en Corse à ce moment-là, je pense. Quel milieu, quelles ouvertures ça supposait chez vous? Alors, c'était une évidence, je pense, dans le quartier dans lequel j'ai vécu, où j'ai grandi. C'est le quartier de Loupine, où c'était très évident en fait, hein. Les deux se côtoyaient très très bien. L'univers toute la culture qu'on recevait de l'extérieur se mélangeait très très bien avec la production locale, hein. Et oui, Kant à Beaublougours, c'est d'un disque, notamment le disque... le live au théâtre de Paris. J'en suis un fan absolu. C'est un vinyle qu'on avait et qui tournait en boucle, quoi. Voilà. Après, moi, j'avais la chance d'avoir un grand frère qui était musicien, enfin, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, qui est musicien et qui commençait un peu à faire ses armes avec Tchétché Pêche, du groupe Etiam Dialès. Il avait fait quelques trucs avec le groupe, avec l'Etiam. Il y avait l'Altoubra, par exemple, d'Etiam Dialès qui tournait, qui est un très bon album, hein, je trouve, avec des très beaux textes aussi. Il y avait du Charles Roux, il y avait du Antoine Chioz. Antoine Chioz, c'est mon premier concert quand je suis gamin, quoi, à Corté. Donc tout ça, c'est des chocs, je dirais, quand on est enfant, on prend tout ça dans la gueule et ça nourrit forcément, quoi. Le premier festival rock à Bastia, vous y avez joué devant 2000 personnes, vous étiez encore au lycée. Avec qui déjà? Et qu'est-ce que ça vous a fait à cet âge de jouer devant autant de monde? Et c'était très impressionnant. C'est ma première scène, hein. Je joue devant 2000 personnes, hein. C'est fou, hein. Oui, et ça fait 6 mois que je joue de la basse en fait, hein. Et donc je rejoins en fait un chanteur du quartier de Loupine qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Tilou. Et Tilou, il avait un univers rock de chansons françaises un peu à la Téléphone, hein. Ça ressemblait... il était très fan de Téléphone, de Jean-Louis Aubert, et donc il avait quelques compos comme ça. Et il m'a demandé de venir l'accompagner à la basse avec un excellent guitariste qui s'appelle Eric Casanova.
et un excellent batteur, Bruno Vidal, qui joue toujours d'ailleurs. Hein. Et Bruno, enfin là, on était jeunes, hein, je veux dire, moi, je devais avoir 16 ans et demi, quoi. Et on se retrouve à faire 5-6 titres. Il y avait Philippe Manœuvre, je me rappelle, qui était dans le jury. C'était un petit tremplin. Et Bertignac aussi, non ? Et il y avait Bertignac qui était programmé. C'était un tremplin avant le concert de Bertignac, quoi. Et je pense qu'on avait assez impressionné, quoi. Mais moi, j'étais terrorisé à l'idée d'être sur scène et de jouer. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qui, pour moi, était compliqué à assumer. D'autant plus que, je veux dire, j'avais appris à jouer de la basse à la maison avec mon frère, quoi. Donc, c'est vraiment la première scène, en fait. Vous êtes très Loupinou-centré. Si vous aviez grandi à 10-15 km de ce quartier, est-ce que vous seriez quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Ça, j'en suis persuadé. Parce que, alors je ne suis pas Loupinou-centré, mais c'est l'enfance et l'adolescence que j'ai eue. Et effectivement, alors, peut-être qu'on peut le ressentir comme une forme de centrage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on grandit dans ces quartiers, il y a une forme un peu de cocon où ça devient une sorte de village. D'ailleurs, j'avais écrit avec les Cantés une chanson qui s'appelait Umoba Ezelubin, enfin c'était Dira Douman, et le titre de la chanson. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des rares chansons contemporaines sur Loupinois, je pense, hein, si ce n'est la seule. Hein. Et il y avait l'idée qu'en fait, oui, c'était un monde à part entière, en fait, hein, vraiment. Pour les non-Bastiais, Loupine, c'est un quartier populaire de Bastia historique. Oui. Oui, c'est un quartier populaire qui est né, je pense, dans les années 50-60. Ça s'est construit au départ avec des bâtiments préfabriqués, puisqu'il y avait besoin de loger, notamment beaucoup de Corses qui venaient des villages, hein, pour venir travailler à Bastia. Et ça s'est transformé en un quartier. C'est pas Bastia, Loupinois. Hein. Enfin, je veux dire, quand on vient de ce quartier, on se sent pas Bastiais. Loupinacho avant d'être Bastiais. Oui, avant tout même. Hein. Ouais. Vous rejoignez Isoula, un groupe qui était, selon vos propres mots, assez engagé politiquement. Vous jouez de la basse, puis de la guitare. À l'époque, le Riacuiste, c'est la scène, qu'elle soit politique ou musicale. Vous, dans Isoula, vous arrivez de la culture rock. C'était quoi votre position dans ce groupe par rapport à vos aînés ? Alors Isoula, c'est un groupe. Alors ils m'ont repéré justement par rapport à ce concert, ce festival rock. Ils cherchaient un bassiste et ils m'ont demandé de rejoindre le groupe. Moi, ça m'intéressait. J'avais envie d'avoir plusieurs expériences en tant que musicien. On a envie d'avoir des expériences de partout. Et puis ça me plaisait l'idée de rejoindre un groupe de polyphonie. Hein. Et j'ai fait mes armes avec eux. Hein. J'ai appris beaucoup de choses avec eux. Hein. Notamment sur le chant de messe, les padiers. C'est un groupe qui chantait beaucoup, je dirais, au comptoir, enfin qui était très investi. Je disais qu'ils étaient assez engagés, ils étaient très engagés. Hein. Certains ont fait de la tôle, enfin voilà, je veux dire, certains ont payé hein, de leur vie. Ils sont pas morts, mais je veux dire, ils ont passé une bonne partie de leur vie, je dirais, enfermés pour des raisons politiques. Hein. Donc, non, c'était un groupe vraiment engagé et avec des bons gars, par contre. Moi, je veux dire, j'ai jamais ressenti autant de bienveillance dans ce groupe, puisque c'est la première fois qu'on me faisait confiance et c'est la première fois où on me disait non, mais vas-y, propose-nous des choses, quoi. Et c'est là où j'ai proposé mes premières compositions. Hein. D'ailleurs, sur le second album d'Is, ou la Andium Inferno, il y a ma première composition. Elle est enregistrée, quoi. Ce qui est plutôt rare, je pense. Hein. Je veux dire, des fois, on compose des choses et puis ça reste dans des tiroirs, quoi. Là, celle-ci, elle est restée, quoi. Donc, du coup, j'ai composé presque l'autre moitié de l'album derrière, puisqu'il y avait vraiment une volonté dans Isoula. Il y a José Ugolini qui écrivait les textes, qui est celui qui a écrit Cordé Timpes. On le connaît aujourd'hui parce qu'il a écrit Cordé Timpes. C'est des gens encore actifs, hein, Secli, il continue encore à produire et à faire de la musique. Hein. Et José est un progressiste quelque part. Il a envie de voir la musique. Donc, on était d'accord sur ça. On avait envie vraiment de faire des choses ensemble et on était alignés sur cette idée-là, quoi, que la chanson devait évoluer, qu'on devait intégrer d'autres choses, quoi. Justement, l'idée d'un album rock progressif à partir de chansons corses classiques, c'est venu d'où ? D'une volonté de rupture ou d'une suite logique ? C'est une suite logique. Hein. D'ailleurs, L'Andium Inferno, le second album d'Isoula, ça raconte ça. C'est des gens qui viennent de la contestation, qui viennent du mouvement politique. D'ailleurs, la première chanson, c'est Auri Timidido, et ça raconte une manifestation. Et puis, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va s'écarter. Et je le trouve génial, cet album, parce qu'il reflète vraiment la période.
il reflète vraiment, je dirais, à quel point, à un moment donné, le mouvement nationaliste va se disloquer. C'est un album qui raconte ça quelque part, sans le vouloir, hein, mais qui raconte ce personnage qui, quelque part, traverse toutes ses chansons. Puis c'est un album à thème, hein, en fait. Hein. On entend des bruits de pas entre chaque chanson, des portes qui s'ouvrent. Et l'idée, c'est que ce personnage est en train de vivre une histoire où il est en train de s'écarter justement du collectif pour aller vers quelque chose de très individualiste, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, quelque part, et dans le monde, et aussi localement. Eux, encore plus que moi, parce que moi, j'étais un artiste un peu perché, je ne voyais pas tout, mais d'ailleurs, je les remercie énormément. Ils ne m'ont jamais embarqué dans leur histoire politique. Et d'ailleurs, un jour, je leur ai posé même la question, je m'en souviens, ils m'ont dit « Non, mais toi, tu es un artiste. Tu n'as rien à foutre là, quoi. » Voilà. Mais ça, c'est une qualité, c'est une valeur, je dirais, parce que quelqu'un de pourri aurait pu m'embarquer avec eux, faire des actions clandestines et tout ça. Enfin, voilà, je veux dire, parce qu'ils étaient au FLN, hein, ils étaient, hein, tu vois. Donc, certains, hein, pas tous. Hein, et du coup, voilà. Il y a cette idée, si tu veux, voilà, je grandis musicalement dans quelque chose qui est quand même cadré, avec des gens qui ont des valeurs, des fois discutables. Aujourd'hui, en tout cas, je n'y adhère plus, mais à l'époque, en tout cas, il y a des valeurs humaines assez fortes et on me laisse un espace de création. Et là, moi, je me construis, quoi. Là, j'apprends, c'est 4-5 ans que je passe avec eux où j'apprends plein de choses. Je libère ma voix, je ne chantais pas, j'ai chanté tard. Hein. J'ai chanté à 24 ans, 25 ans, tu vois. Donc, et c'est grâce à eux, si tu veux, que j'arrive à me libérer. Tu vois, parce qu'un jour, je leur montre une chanson, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu la chanterais pas toi ?» Je dis « Non, mais ça va pas. » Je dis « Je ne sais pas chanter, vous chantez, moi non, quoi. » Je dis « Non, mais tu as une belle voix. » Tu vois, mais c'est rien, c'est des petits détails comme ça, si tu veux, qui font que ça te met énormément en confiance, en fait, et ça te permet de continuer, quoi. C'est le stigmate du bassiste de ne pas vouloir chanter. Petite blague. Peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas, non, mais c'est aussi peut-être un trait de mon caractère où j'aime pas aborder les choses d'une manière simple aussi, hein. La basse, c'est pas forcément l'instrument le plus simple, hein, parce qu'il a un rôle dans un groupe et de percussion et d'harmonie, et qu'il a un lien entre toutes ces... Voilà, donc il a un rôle un peu, je dirais, plus cérébral, hein, que certains autres instruments. Donc cette trajectoire va devenir une signature chez toi, je pense. Hein. Et c'est là qu'il faut s'arrêter parce que vous avez fait pendant 30 ans probablement le geste le plus important de la scène musicale corse contemporaine. Quand une partie de la production artistique en Corse évoluait dans un certain style que d'aucuns pourraient dire que voilà, c'est resté autour de quelques accords et à peu près tout le temps le même répertoire, le même champ lexical. Vous avez écrit en Corse sur Phineas Gage, comme je disais précédemment, sur Internet comme Nouveau Bourg, sur les zombies numériques. Vous avez bossé avec Chanfro, qui était pas un faire-valoir à ce moment-là, je pense. À quel moment vous vous êtes dit que c'était par là et pas par le répertoire installé qu'il fallait passer ? C'est une très bonne question. Je suis animé par... je pense être un créateur avant même d'être... j'aime pas le mot compositeur parce que j'ai pas eu une formation de conservatoire, j'ai pas eu une grande formation. Je trouve alambiqué tous ces noms qui, à un moment donné, nous définissent. Je pense sincèrement que je suis un créateur avec une dimension artistique plus ou moins forte en fonction des projets. Je me mets à chaque fois au service de ma création. Quand un projet appelle à ce qui l'univers doit être froid, cynique, je sais pas moi, ça peut être désincarné lorsqu'à un moment donné un univers est en train de quelque chose, une création qui jaillit est en train de raconter une histoire, la forme elle doit suivre pour moi. Et donc forcément, la forme je la fais avec tout ce que j'ai à ma disposition. Pourquoi je me limiterais uniquement à un champ lexical, musical qui appartient qu'à la Corse? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Justement, c'est encore moins dans la musique. Je veux dire, enfin, ça n'a pas de sens, même d'une manière générale, mais encore plus dans la musique, je veux dire. Voilà, Comment on a l'idée je crois que Bourguez y ouvre sur Phineas Gage, justement. Oui. Comment on a l'idée de faire une chanson sur, au final, une figure du syndicalisme et de la réaction à l'industrialisation d'un pays sur un album comme Borghesi? D'où ça vient, cette idée ?
c'est le bourg hein, des réseaux sociaux. Hein. Je suis arrivé à un stade où je me dis je vais pondre un album. J'avais très envie de pondre un album parce que j'avais beaucoup de compositions, beaucoup de musique, mais j'avais pas forcément l'axe pour les textes. Et les chansons amènent pas forcément à un texte avec du sens. Les chansons peuvent amener à du son, des choses sympas, mais voilà. Et j'aime pas prendre la parole pour rien dire, ça m'énerve. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je commets un acte public, il faut au moins que j'essaye de trouver quelque chose d'un peu intéressant à proposer, quoi. Enfin, ça me semble le minimum syndical, hein, si on peut dire ça. Donc en fait, il y a Phineas Gage, l'histoire, elle m'a troublé parce qu'effectivement, c'est un symbole tellement fort en fait, tellement fort, je dirais, de la personne quelque part qui va subir un traumatisme fort physique où tout le monde pense que c'est mort et en fait le gars il se relève et il continue de faire des choses quoi et que même la science n'arrive plus à comprendre. Et moi j'ai rêvé d'un personnage qui allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné il devient presque un prophète en fait quelque part. Il devient un prophète avec son corps, il peut plus parler mais par contre avec son corps il arrive à inventer un nouveau langage et que tout le monde comprend. Et qu'à un moment donné, en fait, que la rationalité, finalement, elle appartient pas elle appartient pas qu'à une élite, qu'elle appartient à tout le monde, et qu'elle passe pas forcément par les mots aussi. Hein. Et j'avais envie vraiment de... Et j'aimais l'idée aussi, cette espèce dans cette chanson, j'aimais l'idée qu'à un moment donné... quelque part, à partir du moment où on commence à écrire les choses, à les rendre bibliques quelque part, quand on commence à en faire un dogme, ben, ça marche plus quoi. Et c'est mon côté anarchiste, je pense. Je pense qu'il y a cette idée-là quoi, où la règle ne marche plus à un moment donné parce que tout est en mouvement et que c'est compliqué de figer les choses en fait. C'est très très bonne transition parce que dans la note de Bourgaise, vous vous décrivez comme un spectateur, que vous avez écrit cet album à partir de derrière votre ordinateur. Oui. Vous êtes un artiste dans la foule ou justement vous prenez du recul et vous regardez de loin ce qui se passe? Non, je pense pas. Non, je pense être un artiste dans la foule. Hein. Après, j'aime bien la solitude. Hein. J'en ai de moins en moins parce que j'ai une famille. C'est un peu plus compliqué, mais j'aime bien être seul hein, des fois. C'est des moments que j'apprécie beaucoup. C'est des moments que j'ai vécu il y a très longtemps, qui ont été très douloureux, puisque là, j'avais plus le choix d'être seul. Enfin, ça m'était un peu imposé. Ça a été douloureux, mais ça m'a permis par contre de descendre au plus bas de ce que je pouvais être. Et ça a donné l'album d'ailleurs Albe Systematic. Hein. C'est l'idée. Hein. Ça vient de après cette période en fait. Hein. Et par contre, quand j'ai écrit Bourgaise, je me suis dit, mais ta position derrière un ordinateur, c'est celle d'un bourgeois quelque part. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente aussi d'être un bourgeois aujourd'hui? C'est quoi en fait? Parce que le mot aussi, il est galvaudé. Enfin, je veux dire, c'est vite fait de dire qu'on est un bourgeois, quoi. Mais qu'est-ce que... Alors oui, je suis un bourgeois relativement, par exemple, à un pays pauvre où ils ne peuvent pas s'asseoir derrière un ordinateur, où ils peinent à trouver de la bouffe ou des situations de guerre qui sont catastrophiques. Là, oui, j'ai une situation de bourgeoise totalement, quoi. Mais je dis, mais malgré tout, j'ai quand même accès à une partie du monde qui est ce bourg, qui est Internet, et qui est un bourg, hein. Je veux dire, les gens qui sont dessus, ou les gens qui rentrent dedans, qui essayent de voler les autres à travers, ça reste quand même un endroit virtuel de privilégié. Je veux dire, voilà. Donc, et l'idée, c'était de dire, je vais observer ce bourg et justement et prendre à la volée des sujets qui vont m'interpeller. Voilà. Et chaque chanson est un sujet, un post hein, de réseau social, en fait, qui m'a interpellé, où je me suis dit, tiens, il y a... Soit ça m'intéresse au point d'en écrire une chanson pour en dégager une métaphore, parce que c'est l'idée. C'était pas forcément de retranscrire un événement d'Internet, mais c'est dire qu'est-ce que ça raconte de nous quelque part aussi. Voilà, c'est tout ça hein, au final. Hein. Vous parliez de Albe Systematic. Comment vous en êtes venu à bosser avec Chanfro, qui est un compositeur quand même bien installé, hein, Haute Tension, La Colline à des yeux. À ce moment-là, oui, maintenant il n'est plus là, malheureusement. Oui, en 2016, il meurt, malheureusement. Mais vous, cette collaboration, comment elle est arrivée ? Alors, François, c'est une histoire d'amitié qui naît avant même d'envisager de faire de la musique ensemble. Hein.
On se retrouve à un repas d'été il y avait un producteur qui avait fait venir un peu de monde. C'était une grande tablée. Et on s'est retrouvés assis à côté l'un de l'autre, tout à fait par hasard. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je fais de la musique. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais de la musique. Et j'ai eu l'impression de... Ce qui est marrant avec François Eudes, c'est que vraiment eu l'impression d'avoir deux gamins qui étaient à un mariage, qui se toisent au début, puis à un moment donné, qui se mettent à courir et à rigoler ensemble, quoi. Et il y a vraiment une amitié très sincère avec François Eudes, qui vivait à Paris, qui avait tous les codes du Parisien, où moi j'en étais un peu éloigné à ce moment-là. Enfin, je veux dire, on n'avait pas... J'avais des amis sur le continent, mais pas à ce point, quoi. Une histoire d'amitié forte avec quelqu'un où des fois on se prenait la tête, on s'engueulait. Hein. Enfin, je veux dire, parce qu'il y avait une vision de la Corse, des fois, qui, moi, me choquait absolument. Mais on s'alimentait tous les deux, et puis il était très intelligent, très humain, hein. Il comprenait les situations. En fait, un jour où j'étais à Paris, on buvait des coups, je me rappelle, je pense qu'on devait être les deux seules personnes. Je fumais à l'époque des clopes, et on fumait tous les deux. Lui, malheureusement, on est mort, mais voilà. Mais on devait être les deux seules personnes à bouffer en mangeant, quoi. Enfin, je veux dire, on déjeunait et on fumait en même temps, quoi. On mangeait et on fumait. Et d'ailleurs, on rigolait parce qu'on se disait, attends, on doit être les deux seules personnes. Et puis à ce moment-là, il me dit, mais il m'a dit, tu sais qu'à Paris, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des trucs et tout. Il me dit, mais tu es le seul musicien qui me demande rien. Et il me dit, mais ça te plairait pas qu'on fasse un truc ensemble et tout. Je dis, mais bigre. Je dis, mais moi j'adorerais, mais je n'ose même pas te demander parce que moi, pour moi, je te vois tellement en haut, en fait, quoi. Tu vois que, mais tu es fou, tu es fou. Donc voilà, j'avais des compos. J'ai dit, écoute, j'ai plein de compos que j'ai essayé en acoustique, qui marchent très bien en acoustique. Je te les fais écouter. Mais par contre, depuis le début, je ne sais pas pourquoi, mais ça raconte quelque chose de très nihiliste. En fait, il y a quelque chose de très froid derrière. Et c'est une introspection dans un moment de ma vie où je regarde les choses froidement en moi. Et j'ai besoin vraiment d'un univers électro. Je ne le maîtrise pas. Moi, à ce moment-là, je ne maîtrise pas cet outil. Ce vocabulaire musical, je ne le maîtrise pas. Je n'ai pas les outils. J'ai pas, et j'ai dit, j'aimerais beaucoup que tu fasses la direction artistique de l'album et que tu mettes les mains dedans, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait, en fait. Hein, voilà. Et effectivement, à ce moment-là, il a un savoir et une connaissance et une expérience, comme tu dis, parce qu'il a fait plein de choses remarquables. Hein. De la musique et de la musique électronique. C'est quelqu'un qui maniait extrêmement bien les outils électroniques et les outils acoustiques. Il arrivait à créer de l'émotion forte à partir de là, à partir de ça, de cette musique-là. Et je lui laisse mettre les mains dedans. Je pense que c'est pour moi, c'est un bel objet, c'est un bel album. Enfin, je l'aime beaucoup cet album, hein, vraiment. C'est un album que j'aime beaucoup. Hein. Au moment où tu fais cet album, qu'est-ce que tu penses du répertoire insulaire? Quelle relation tu entretiens avec? Quel est ton avis? Comment tu le vis? Au moment où je fais cet album, je n'ai plus trop de souvenirs de ce que je pense de la création locale, mais bon, elle n'a pas tant changé que ça, donc du coup, je pense que je peux encore en parler. Mais alors, pour moi, il y a une grande erreur qui se dessine depuis très longtemps. C'est que on a pris ce qui a été produit dans la période du réacquist comme étant, c'est un peu finesse gauge, hein, comme étant une bible à respecter. Et ça ne peut pas marcher. Pour moi, ça ne peut pas marcher parce qu'au final, ça produit des chansons, des fois de belles chansons, hein, attention, hein, je ne rejette pas tout, hein, mais au final, pour moi, on reproduit quelque part, en fait, les mêmes erreurs dans d'autres genres musicaux qui ont eu avant. Et je pense qu'on arrive au point d'orgue là, c'est-à-dire qu'on est d'un niveau de folklorisation de la chanson corse qui est à son apogée pour moi. Voilà. Et puis à partir du moment où une musique ou une chanson ne raconte plus le réel d'une société, ça veut dire que cette société, soit elle est en panne, soit elle est en pause, soit elle n'existe plus. Je ne crois pas qu'elle n'existe plus, elle est encore là. Hein. Mais je veux dire, mais en tout cas, voilà. Et ce que ça raconte là aujourd'hui, cette production musicale, pour moi, alors je ne connais pas tout bien sûr, hein. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas entendues, mais dans son ensemble, ce que ça raconte, c'est juste des relents de revendications qui datent des années 70, qui datent de Cantabou Bluegours, qui datent de Tiamadial. Tiamadial, qu'ils existent encore et qu'ils le fassent encore, c'est normal pour moi. Mais je veux dire, mais que d'autres groupes reproduisent encore ces mêmes codes et ces mêmes schémas, c'est incompréhensible. Je veux dire, je peux pas entendre parler de liberta ou de liberté
alors qu'on est dans une société de plus en plus liberticide. Et que ce que ça raconte cette chanson, c'est pas ça justement. C'est l'inverse. On veut juste se libérer de la France en fait. En gros, c'est ça ce que ça raconte, Liberta. À la limite, si dedans Liberta est employé pour raconter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a une dictature sociale qui se met en place. Elle est progressive, elle est lente, mais elle se met en place. Si à un moment donné, il y a une jeunesse éclairée qui commence à raconter en Corse ce que vit le monde, parce qu'on fait partie du monde, on n'est pas isolé, là, ça m'intéresserait. Et quelle que soit la forme, à la limite, je m'en foutrais, même si c'est un groupe de X, Kilapayoun, parce que bon, quant à Bouboulgour, c'est une copie de Kilapayoun, la mise en scène, la mise en place. Je veux dire, ils ont reproduit quelque chose qu'ils ont vu ailleurs, quoi, déjà. Et ils ont fait quelque chose après, par contre. Et ils ont fait quelque chose de formidable. Mais ce qu'il faut retenir pour moi, et là, à mon avis, ce serait moins une erreur, c'est la démarche qui a été engagée, c'est l'élan qui a été engagé dans les années 70 dans ce Riacuis. C'est-à-dire que quand on écoute bien, on voit bien que Natale Luciani aime Jean Ferrat, aime Brassens, on l'entend dans sa musique. On voit bien que Jean-Paul Poletti aime les songwriters américains. On voit bien qu'il y a une ouverture sur le monde et qu'à un moment donné... Et que les Tiami aiment l'URSS. Et que les Tiami aiment l'URSS, ouais. Voilà, et qu'à un moment donné, si tu veux, voilà, il y a une ouverture sur le monde qui fait que on crée, on reste nous-mêmes. C'est un moment politique aussi. Ben, bien sûr. Et puis c'est un moment fort politique. Mais il y a des fois dans la vie d'un pays ou d'une société, il y a des moments plus forts que d'autres. Et quand ils sont moins forts, à quoi bon crier haut et fort Liberta alors que bon, alors qu'on sait que ça veut dire Liberta, mais quoi? On se libère de quoi exactement en fait? Moi souvent j'entends Liberta, ce mot dans ce truc, mais on se libère de quoi exactement? Donc, il y a un mode de pensée à travers, par exemple, les réseaux sociaux où on façonne quelque part la pensée des masses. Et je vois personne s'en offusquer, par exemple. Je vois moi-même, j'y vais. Donc, mais je veux dire, mais si on doit parler de liberté, de liberté, c'est peut-être sur ça éventuellement qu'il faudrait tabler, quoi. Et j'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai du mal à comprendre aussi l'idée qu'on puisse par exemple mélanger l'identité et la religion. C'est quelque chose qui me dérange profondément, par exemple ça je trouve ça assez pervers en fait, parce que pour moi la religion appartient à une sphère intime et privée et qu'elle n'a pas façonné à un moment donné elle n'a pas intervenir dans notre façon de voir notre identité, quoi. Il y a deux formules qui circulent à votre sujet et c'est intéressant qu'elles cohabitent. La première, qu'on lit quand on lit dans la communication autour de Borghese, c'est le choix de composer dans cette langue n'est ni un acte militant ni politique. La seconde, c'est vous qui l'a prononcé en 2020 dans un autre entretien. Vous parlez d'un engagement politique au sens noble du terme, non pas au service d'un parti politique, mais de la création sous toutes ses formes. Vous vous présentez vous-même comme militant de la créativité, donc vous tenez les deux. Comment elles vivent ensemble dans votre tête? C'est paradoxal. N'est-ce pas? Vous avez vu, il a travaillé. Ouais, c'est paradoxal, mais parce que je suis un artiste et que j'ai droit à tous les paradoxes. Et parce que je ne suis pas un homme politique et parce que je ne suis pas un dirigeant. Et que j'ai droit à tous les paradoxes, et que je dirais l'essentiel de mon travail, c'est aussi l'idée quelque part d'un travail, d'une réflexion sur mon travail qui est en cours. Et est-ce que je suis militant malgré moi? Je le pense. Est-ce que je me définis comme un militant? Non, je ne le suis pas. Il y a un mot qu'on aime beaucoup maintenant à Contesta, on en avait parlé avec Paul Tour et puis après avec Marc Biancarelli, c'est activiste. Peut-être. Mais ça me ressemble peut-être un peu plus, ouais, je pense. Ouais, voilà. Mais après, si tu veux... alors, je te tutoie naturellement, c'est pas grave, non? Voilà. Aucunement. D'accord. Aucunement. En fait, il y a cette histoire de langue, en fait, elle est constamment adossée à quelque chose de politique. C'est pénible. Parce que c'est quelque chose de naturel chez moi. C'est une langue que j'ai entendue. Mes grands-parents ne parlaient pas français. Mes parents parlaient français, ils nous parlaient français, mais ils parlaient corse entre eux.
ça appartient à la sphère intime, la langue aussi. C'est pas quelque chose que collectif et quelque chose qui doit être constamment porté par du politique. Et je veux dire, moi la première fois que j'ai écrit un texte, c'était une poésie, c'était pour une fille, je lui ai jamais montré, mais je l'écris en corse, par pudeur sûrement. Mais parce qu'en français, j'avais trop peur qu'elle voie mes émotions. Donc j'ai continué d'écrire comme ça, peut-être parce que c'est une forme de pudeur. Et par la suite, après aussi, peut-être parce que j'ai appris à entendre dans cette langue un outil musical magnifique, où elle sonne. Elle sonne aussi bien que l'anglais. Hein. Et je trouve que ça a du sens de faire la musique que je fais avec cette langue, en fait. C'est deux choses différentes alors ? Le choix de la langue corse qui serait neutre et la démarche artistique globale qui serait politique ? Ou bien c'est la même chose et l'une des deux formules est une simplification ? Ah, je sais pas. Je sais pas comment répondre à ta question, mais ce que je sais profondément, c'est que à partir du moment où on prend la parole pour raconter quelque chose qui parlerait de notre condition, de la condition humaine, pour moi, c'est un acte politique fort. À partir du moment où je chante en corse, que je le veuille ou non, ça reste un acte politique fort. Voilà. Puisqu'elle est en train de disparaître. Donc je suis en train de faire quelque chose, encore une fois, peut-être malgré moi, mais je suis en train de faire quelque chose qui est de l'ordre de la politique. Voilà. Le mot politique en Corse aujourd'hui est chargé d'une violence qui empêche peut-être la parole calme. Mais cette neutralité affichée, elle a un effet de champ. Elle autorise les institutions nationales à vous accueillir comme un artiste corse raffiné qui ne leur pose pas de problème. La question c'est, est-ce que vous l'aviez perçu comme ça à l'époque ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez encore ni militant ni politique ? Ou est-ce que la formule a vieilli ? Je ne me suis pas levé un matin en disant je vais sauver la langue corse, quoi. Je ne me suis pas levé un matin en me disant j'ai un devoir envers cette langue corse. Je le fais naturellement parce qu'elle appartient à ma création, tout simplement. Et oui, tu as raison de préciser, c'est de la dissocier de la politique politicienne. C'est la récupération, je dirais, c'est la récupération d'une notion sur cette langue par des partis qui, des fois, me dérangent parce qu'elle appartient à tous les Corses. Elle appartient aussi bien à la droite qu'à la gauche, qu'aux nationalistes. Enfin, je veux dire... Après, il faut recontextualiser aussi historiquement. Si c'est devenu un combat nationaliste la langue aussi, c'est parce qu'il y avait une réalité matérielle qui faisait qu'il fallait la sauver. Peut-être plus tôt, voilà. Mais ça, je sais pas. Je refais non, pas. Mais le sursaut, tu as raison de le dire. Le sursaut nationaliste, il a permis effectivement. Je suis d'accord avec toi. Hein, il a permis j'ai été longtemps. J'ai eu longtemps le sentiment d'être nationaliste. Je le suis plus aujourd'hui, mais je l'ai été longtemps. Mais l'idée, si tu veux, qu'à un moment donné, il y ait une contestation, qu'on remette les choses sur la table et tout ça, je veux dire, ça c'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Attention quand même à la manipulation des choses. Je veux dire, la manipulation linguistique qui se met en place, l'académie qui se met en place autour de la langue et qui prend la direction qu'on connaît, celle d'aujourd'hui, je veux dire, elle peut être discutable aussi. Parce que moi, au moment où les nationalistes disent que la langue corse est en train de disparaître, moi ça parle corse autour de moi tout le temps, et je pense que je ne suis pas le seul. Donc il y a quand même, tu vois, voilà, et je ne pense pas que c'est un mauvais constat de leur part, hein, mais il y a quand même des choses quand même qui sont largement discutables, et récupérer aujourd'hui ça à des fins politiques, ça a plus de sens. Ils ont gagné un combat, c'était celui justement de faire prendre en compte qu'il y avait un peuple, qu'il y avait une langue. Je pense que c'est plus remis en cause, ça. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. Ouais, l'actualité. Même la droite traditionnelle ne le remet pas en cause aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, on a, sans vouloir m'épancher dans la politique, mais on a quand même une droite qui défend un statut d'autonomie aujourd'hui avec les nationalistes. Donc bon, voilà. Mais c'est pas la même autonomie, peut-être. Sans doute. Non, si on rentre dans les détails, il y a sûrement des choses à dire. Mais voilà. Mais oui. Voilà, mais je veux dire, mais ce combat des années 70-80, il est gagné. Je veux dire, il est gagné. Maintenant, peut-être qu'en chemin, on n'a pas été assez efficace sur comment faire pour que cette langue puisse continuer de vivre. Moi, je continue de croire que les démarches naturelles, les démarches spontanées,
les démarches qui sont animées par une passion, qui n'ont pas pour objectif de vouloir absolument sauver la langue, sont les démarches qui font vivre les choses naturellement. Et je pense qu'il faut continuer cette voie-là, quoi. Je vais faire un petit pas de côté quand même. Est-ce que le combat il est gagné quand on voit que Schola Gourde ça va peut-être fermer après la communication d'un ancien ministre de l'Éducation nationale? Le combat, il est gagné dans les idées. Maintenant, de manière pragmatique, non, on en est loin encore, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Enfin, je veux dire, la langue, elle disparaît, donc forcément. Cet événement que tu cites, Schola Gourde, il est hyper inquiétant. Donc, forcément, oui. On est loin d'avoir. Moi, quand je dis il est gagné, c'est dans les idées, d'une manière dans l'inconscient générale. collectif. Il faut voir d'où on part. Oui, Je veux dire, dans les années bien 70, on avait beaucoup de Corses qui refusaient, la qui politisation rejetaient de la question. langue, hein, Ouais, qui d'accord, rejetaient le peuple corse et la langue corse. Donc c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Moi, gamin, j'ai connu des gens qui disaient non, mais il faut abandonner cette langue de chèvre ou cette langue de paysan. La France nous a sortis de la merde, la France nous a sauvés. Et voilà. Et c'était et d'ailleurs, la Corse a eu de très bons Français pendant longtemps. Moins ces 40 dernières années, mais j'ai presque envie de dire qu'on est un peu des Français de merde, quoi, quelque part, depuis 40 ans. Tu vois ce que je te dis? Non, mais je veux dire, on a eu de très bons Français pendant longtemps, si tu veux, tu vois, voilà. Et puis, il y a eu cette prise de conscience, parce qu'effectivement, il a fallu aussi. Parce que quand tu vois le taux de le taux de délabrement, de précarité qui est en place dans les années 50-60, l'inégalité qui est terrible, et une inégalité encore aujourd'hui, hein, mais l'inégalité qui est terrible par rapport aux autres territoires de la France, oui. Moi, encore aujourd'hui, sur ce côté-là, je suis nationaliste, encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se dire pas politique pour être plus bankable? Non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'à un moment donné, la création artistique, elle doit laisser un champ ouvert à tous. Je ne peux pas être un artiste d'un parti, par exemple, ou l'artiste d'une mouvance. Je suis aussi bien un artiste, j'ai des gens qui écoutent ma musique aussi bien à droite, à l'extrême droite, ce qui des fois me fait un peu peur. Mais bon, s'ils aiment ma musique, je ne peux pas leur en empêcher. Comme à l'extrême gauche, à gauche, enfin voilà. J'ai un public large et en tant qu'artiste, je me dois de le respecter, ça. Je peux pas, voilà. Par contre, en tant que citoyen, j'ai mes idées, j'ai mes vues, voilà. Et c'est là, la frontière, elle est toujours sensible, hein, c'est compliqué, hein. C'est toujours très compliqué, si tu veux, à un moment donné, de se dire non, mais moi, je suis pas politique, je fais de la musique. Non, avant tout, j'essaie de ne pas être trop politique dans ma création, par respect pour les différents publics que j'ai. Voilà. Je veux dire, quelqu'un qui aime ma musique et qui est d'extrême droite, je ne le rejetterai jamais. Même si je rejette ses idées. Hein. Mais si lui, il aime ma musique, je ne peux pas le rejeter. Parce que ça reste un être humain qui aime ma musique. Voilà. Votre carrière solo de Isola jusqu'à Borghese, c'est un refus explicite des motifs corses figés. Le clan, le bandit, l'archaïsme, la vendetta, le village enclavé. Vos deux plus grosses commandes audiovisuelles, c'est Mafiosa et Plaine Orientale, qui jouent exactement sur ces motifs. Et c'est pas un motif récent, hein. On a vu que depuis le 17e, ils existent, chez Boswell, chez Mérimée. Vous arrivez dans une chaîne qui vous précède de 3 siècles. Comment vous vous situez dans cette chaîne ? Humblement, je suis un compositeur, je me mets au service d'un projet. Il y a un réalisateur qui arrive avec une histoire, c'est son histoire, c'est pas moi qui l'ai décidé, ça. C'est des gens qui aiment ma musique, donc je peux pas refuser à un moment donné, d'aller vers quelqu'un qui apprécie mon travail et qui apprécie ce que je fais. Si je pense que je vais réaliser des choses moi bientôt, moi clairement c'est pas mes sujets. Et ça fait longtemps que c'est plus mes sujets même. J'ai eu une certaine fascination jeune par rapport à ça, comme tout le monde ici, je pense. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus mon sujet. Je pense que le sujet a été traité en long et en large. Et Pierre Lecce le fait très bien. Il arrive encore à amener des choses intéressantes dedans. Je trouve que ce qui est intéressant dans Plaine Orientale, c'est moi en tout cas, ce qui m'intéresse énormément, c'est le personnage de Reda qui a cette double identité quelque part avec cette maman algérienne et lui corse.
Ça, moi, j'ai un territoire de création énorme devant moi, puisqu'il y a tout dedans. Il y a les deux cultures, mais en même temps, il y a les déracinements des deux côtés. Il y a l'identité où on ne sait plus trop où on est, et en même temps, c'est un voyou. C'est quelqu'un qui passe à l'acte. Il essaie de passer à l'acte en essayant de garder un certain code de valeur qu'il a appris de son père. Enfin, voilà. Il y a... ça devient passionnant parce que humainement, il y a quelqu'un qui est complexe. Et musicalement, des personnages complexes, c'est des personnages. Hein, après, c'est de la fiction, il ne faut pas non plus partir dans des délires. Voilà. Et les personnages complexes dans la fiction, ils sont hyper intéressants à traiter. Vous avez lu les scénarios avant de dire oui? Non, j'ai dit oui sans lire le scénario. Oui. Ça aurait changé quelque chose? Non. Non. Non, parce que j'estime que le domaine de la fiction, c'est un espace de liberté et qu'on doit le conserver. Et quelles que soient les idées qui sont véhiculées dedans, après, on est libre de les contester, on est libre de les critiquer, on est libre de ne pas regarder aussi quand on n'aime pas. Voilà, on a encore cette liberté. Donc, cette liberté, il faut la conserver, je pense. Hein. Il y a un bouquin que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup fait penser à cette interview, c'est Le rap à gagner et à quel prix, du journaliste Mehdi Maizi à La Fabrique. Et lui, il défend la thèse que la politique du rap ne réside pas dans ses textes ni dans ses publics. Elle réside dans la capacité du rap à subvertir ses propres codes. Si on transpose ça à votre travail, ça ouvre une question intéressante. Borghesi, c'est de la subversion. La résidence à Pigne, c'est de la subversion. Mais Mafiosa est pleine orientale. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de subversif dedans ou est-ce que vous confirmez des choses? Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Mais par contre... On reparlera de la résidence de Pigne tout à l'heure. Oui, hein, oui. Je ne sais pas si c'est une subversion des codes. Je pense qu'encore une fois, je suis porté par une création qui va à un moment donné répondre à une forme qui correspond le mieux à ce qui émerge en matière première, en gros, quoi, sur les idées. Hein. Donc, lorsque j'arrive sur Mafiosa, c'est l'œuvre, c'est la série qui, à un moment donné, pour moi, met un cadre dans mon espace créatif, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, il y a forcément quelque chose qui appartient au blues américain, qui appartient... et en même temps, le blues, c'est une musique qui a des accointances avec la musique du monde, avec la padielle, parce qu'il y a des formes dans la musique du monde, il y a des choses qui se rencontrent dans le temps, quelque part. Hein. Et esthétiquement, j'ai quelque chose à créer qui est esthétiquement sonore, hein, musicalement, j'ai quelque chose à créer qui est hyper intéressant. Donc, et j'y vais pas avec le dos de la cuillère parce qu'il faut surtout pas faire ça en création. Il faut y aller, il faut assumer les choses, quoi. Voilà. Donc, les territoires de création, ils sont importants pour moi. Et la fiction, elle m'amène des territoires de création que je pourrais pas avoir seul. Je pourrais pas m'imaginer un jour me dire, tiens, je vais faire un blues corse. Pour quelle raison je le ferais? Enfin, c'est quoi la raison On pourrait le faire sans raison, mais je veux dire, est-ce que c'est intéressant après de le faire sans raison? Moi, je crois pas. Là, par contre, j'ai une raison de le faire, puisqu'il y a un projet, il y a une œuvre, et c'est pas forcément avec un objectif de subversion ou un objectif de vouloir briser les codes. Ça, encore une fois, c'est quelque chose. J'essaie de garder cette liberté de créateur, en fait. Et reproduire des choses que j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. C'est presque prétentieux, je dirais, de dire ça quand on vit dans la musique, parce que c'est compliqué hein, de pouvoir en vivre et voilà. Si on vous reproposait Mafiosa aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous accepteriez? Ouais, je crois. Ouais, même si le sujet. Même conditions, oui. Ah oui, je pense. Ouais. Oui, je crois. Ouais, je crois. Même si ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu des moments durs, hein. Mais je crois que ouais, j'y retournerai parce que c'est rentré dans l'histoire. J'ai l'impression que cette musique aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine. Hein. Je préfère celle de Plaine Orientale, mais après. J'aime beaucoup hein, aussi Plaine Orientale, je me suis éclaté dessus, hein, mais ouais. Je vais vous poser la question comme ça.
le podcast qu'on est en train d'enregistrer, il est en français, je suis journaliste, je mobilise des références internationales pour parler de la Corse. C'est un petit peu sophistiqué, je crois, comme vous avec Borghese, et de manière plus modeste, une production qui circule dans des milieux certains et certainement déterminés. Quand vous regardez un objet comme celui-là, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce qu'il y a une contradiction à dépasser à plus petite échelle ? Et si oui, comment on en sort ? C'est un vaste sujet, hein. J'essaye de ne pas y penser, en fait. Et je pense que c'est la règle, hein. Je pense qu'il ne faut pas y penser. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on crée pour soi d'abord. Et ensuite, on crée pour les autres. Quand on arrive à se satisfaire soi-même d'un travail de création, il y a forcément, on va toucher forcément d'autres personnes. Je pense pas que ça existe, que quelqu'un ait pendu quelque chose qui plaise qu'à lui, quoi. Ou alors il est fou. Ah ouais, moi je peux en citer, mais on va contrarier personne. Ou alors il est fou, voilà. Mais quelqu'un sain d'esprit, on va rajouter alors. Quelqu'un sain d'esprit, lorsqu'il crée quelque chose, je dirais, et qui se dit, ça y est, j'ai abouti mon œuvre, elle me plaît, il va forcément toucher quelqu'un. Maintenant, c'est quoi le quelqu'un et c'est combien ? Et c'est quoi toucher ? Et c'est quoi toucher aussi, voilà. C'est comment on touche les gens. Ça, c'est un mystère pour moi, hein. Enfin, j'ai pas de... c'est un mystère. Et puis, de toute façon, je veux dire, dans tout mon parcours, je me rappelle une fois, on m'avait fait une remarque parce que j'avais dit, ouais, il y avait une grande scène qui s'était faite sur Bastia. Pourtant, j'avais fait les Cantelli, on avait fait avec les Cantelli, on avait fait nos armes, ça avait un grand retentissement, les Cantelli à l'époque, hein. Enfin, je veux dire, ça avait marqué les esprits, hein. Et on m'avait dit, ouais, tu n'es pas sur scène avec tout le plateau corse de l'époque. Enfin, ça remonte, hein, cette idée, hein. J'ai dit, ouais, mais bon, en même temps, est-ce que je dois être là, quoi ? Il m'a dit, ouais, mais enfin, ça t'aurait plu quand même d'y être. Et ce à quoi je dis, ben non, c'est pas une histoire de plaire ou pas plaire. Ça m'aurait sûrement fait plaisir d'y être, ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, est-ce que je suis au bon endroit quand je suis là ? Et je le crois pas. Et je pense que si les gens m'ont pas mis là, c'est qu'ils avaient peut-être aussi raison. Dernièrement, on m'a dit, pourquoi tu n'es pas sur course ou Mezu. J'ai dit, mais parce qu'on ne m'appelle pas pour le faire. Et je pense qu'ils ont raison, parce que ce n'est pas ma place, en fait. Et que, par ailleurs, je connais Patrick Fior, qui est un garçon charmant, adorable. Et je sais, on se connaît, il sait ce que je fais, hein. Donc, et s'il n'a pas pensé, c'est parce qu'il a une ligne éditoriale où je ne rentre pas dedans. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, comment dire, il y a une confusion globale sur la musique la plupart du temps. C'est que, en gros, si tu as du succès, c'est que tu fais de la bonne musique. C'est pas forcément vrai, en fait, on le voit. Je veux dire, une bonne musique, c'est une musique qui est référencée dans l'histoire, qui crée un lien avec les musiques passées. Les musiques, je dis bien pas la musique, les musiques passées qui racontent quelque chose où on sent qu'il y a des références dedans. On sent ça, pour moi, ça c'est des bonnes musiques. Et elles n'ont pas forcément un public, un grand public en tout cas, voilà. Mais parce que il faut pas confondre le monde de l'industrialisation de la musique et le monde de la musique, c'est des choses différentes pour moi. Il y a l'industrie du divertissement et de la musique et l'art. Et qu'est-ce qui fait du divertissement, qu'est-ce qui fait de l'art ? Exactement. Bon, on voilà. Va pas. Voilà. Et l'art dans la musique, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué puisqu'elle a été tellement dévaluée, elle a été tellement mise à mal par l'industrie notamment, et encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'objet du bouquin de Mehdi Maizi, franchement. D'accord, je le conseille à la lecture. Ouais, voilà. Et du coup, si tu veux, pour terminer, c'est que il y a une industrie qui s'est mise en place qui, pour moi, n'est plus une industrie de la musique, c'est une industrie du marketing, c'est une industrie de l'influenceur, où on crée des influenceurs qui font de la musique. On ne crée pas des musiciens, on crée des influenceurs qui font de la musique. Pas pareil, on ne verra plus émerger un Radiohead aujourd'hui avec cette industrie-là. Par exemple. Ou un Nirvana. Oui, mais c'est des mouvements musicaux qui étaient encore une fois très situés, et peut-être qu'il y aura d'autres phénomènes musicaux, mais qui auront une nouvelle forme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'industrie a une grande influence sur la création. Et qu'à un moment donné, quand il y a des majors à l'époque de Nirvana qui trustent les marchés, et que Nirvana n'a pas forcément un objectif d'être dans une major à la base. Ils ont juste un objectif d'existence. Et qu'il y a une classe moyenne qui existe dans la musique à ce moment-là. C'est-à-dire que eux, je pense que s'il n'y a qu'un label qui les font tourner, ça leur suffit. Ça devient un succès colossal et mondial derrière.
c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je veux dire, mais eux, l'objectif, c'est de pouvoir subsister grâce à leur création et pas plus. Enfin, ou en tout cas de s'exprimer, même avant ça, même, je pense. Hein. Et donc quelqu'un Pour Nirvana, en tout cas, hein, voilà. Mais du coup, si tu veux, là, cette industrie aujourd'hui, elle a fracassé la classe moyenne. Elle n'existe plus, ces classes moyennes. Bah, il y a encore des gens qui... Il n'y a plus d'espace de développement, d'incubation, entre guillemets, parce que le mot n'est pas très beau, mais d'incubation de groupe. Il n'y a plus ces espaces-là, en fait. Ils n'existent plus. On est direct sur les réseaux sociaux. Donc, on a un devoir direct d'influenceur, en fait, si tu veux. Tu vois ? Donc, on est faussé déjà. On est déjà récupéré par une industrie qui n'est pas celle de la musique pour moi. On est déjà récupéré, si tu veux, par une industrie qui fausse la création, qui induit la création. En gros, on te dit, ouais, mais si tu veux gagner ta vie, il faut toucher des marchés, et pas des petits marchés, des gros marchés. Parce que 400 000 vues sur Spotify, c'est rien, quoi. C'est 50 balles, tu vois. Donc, il faut être international de suite. Nous, on était en Corse, comment tu veux faire ça ? C'est pas possible, quoi, tu vois. Mais nous, il y avait une classe moyenne avant ce système-là, si tu veux, qui existait. Où on pouvait tourner, on pouvait vendre des disques ici. On pouvait gagner un peu d'argent pour pouvoir le réinvestir, pour pouvoir acheter des sonos et tout ça. Mais tu le vois, de toute façon, le résultat, il est là. Hein. Combien de groupes tournent aujourd'hui, si tu veux, sur l'île ? Il y en a de moins en moins. On a de plus en plus d'interprètes qui vont sur The Voice. On a de plus en plus de groupes qui vont sur Corso Mezumez pour essayer d'exister. Donc il y a des espaces de diffusion qui existent de moins en moins, si tu veux, et des espaces qui sont pour moi éphémères. C'est bien d'aller sur Corso Mezumez. Moi, je ne critique pas les groupes qui y vont. Je comprends qu'ils y aillent, si tu veux. C'est leur choix et c'est très bien. Ça leur offre une visibilité énorme, si tu veux. Mais c'est des moments éphémères. On ne construit pas une carrière d'artiste avec ça. Ça peut être une porte d'entrée. Non. Non, c'est une industrie éphémère. C'est une industrie éphémère. C'est-à-dire, quand on fait des coups comme ça ne va pas durer longtemps. L'année d'après, on vous oublie. Parce qu'on on est submergé d'offres tous les ans. Je ne sais pas, moi, est-ce que tu connais le nom de la gagnante de The Voice il y a 2 ans en arrière ? Donc, voilà. Ou du gagnant. Enfin, je dis gagnante, mais autant c'est un gagnant, mais voilà. Mais je veux dire, on ne connaît pas le nom, mais parce que c'est un succès éphémère. C'est qu'ils finissent, je sais pas, en juin à leur truc, et puis en septembre, octobre, les gens sont passés à autre chose, quoi. Tu vois ? Donc, parce que ça, c'est le propre du capitalisme. On produit, si tu veux, quelque part, quelque chose qui doit exploser sur le moment pour faire rentrer un maximum de blé, et on mise sur des gens, sur une personne, et sur plusieurs personnes à la fois, du coup, pour faire du chiffre, et du chiffre, et du chiffre. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça des personnes quand on les laisse après à la rue derrière ? C'est des Combien il y produits. en a qui dépriment derrière, qui s'en sortent pas, et qui galèrent, et qui... combien de Corses ont fait The Voice, et puis on les a plus vus derrière ? Combien il y en a ? Il y en a énormément, tu vois ? Et je veux dire, pour moi, c'est des modèles qui doivent arriver comme une cerise sur un gâteau, mais il ne faut pas que ce soit le gâteau. Tu vois ? Il faut construire sa carrière, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on construise nos propres carrières. Moi, j'ai une philosophie qui vient du punk. Hein. C'est le do-it-yourself. Hein. C'est eux qui ont inventé ça. Hein. Pirate. Ouais, ils ont dit, nous, on va faire nos propres concerts. On vous emmerde, la billetterie, on va la faire nous, quoi, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. Hein. Et ça marche. Puisque je travaille, j'en vis depuis des années. Donc, voilà, tu vois. La scène culturelle corse contemporaine, celle qui parle un peu plus que les autres, qui est invitée à France Culture, qui fait des albums avec des producteurs internationaux, elle a un projet commun ou chacun se débrouille pour avoir sa propre cohérence ? Alors, je ne sais pas à qui tu penses, mais ça m'intéresse. Tu n'as pas forcément... France Culture, il y avait Non, D'accord, je- c'était Non, c'était vraiment pour c'est pour lancer situer. l'idée, ouais, Non, ouais. non, c'était plus l'idée pour situer vraiment sur quel espace légitime on peut s'exprimer. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Il y a de moins en moins, je pense, d'artistes corses qui vont accéder à l'extérieur parce que je pense qu'on ne produit pas assez. On ne produit pas assez de diversité. On produit beaucoup de folklorisme. On produit beaucoup de groupes pour aller sur des terrasses de restaurants ou aller dans des églises l'été. Mais on ne produit pas assez, malheureusement, de création de diversité. C'est deux choses différentes. Il faut faire attention. Parce qu'une fois, j'ai entendu, en termes de création, on est pas mal. Je dis, non, on est super mal, en fait, parce que ce qui est proposé, 90% de ce qui est proposé se ressemble. C'est de l'imitation, c'est du
je vais pas dire du fake, on peut pas dire ça, mais tu sais, c'est quand à un moment donné, il y a un truc qui marche, alors tout le monde derrière le fait, quoi, tu vois. Et il y a cette idée-là, si tu veux, tu vois, où, et c'est ça la folklorisation, hein. Ça raconte plus le pays, ça. Enfin, tu vois, je veux dire, ça raconte juste des gens qui essaient de s'en sortir, c'est tout, hein. Tu vois. Et je leur jette pas la pierre, attention, hein. Je suis pas là en train de juger ça, hein. Mais je veux dire, mais par contre, en termes de création, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de diversité. On est très peu sur le territoire à proposer, à faire une proposition artistique qui soit diversifiée, quoi. Autour de la langue corse, en tout cas, et autour de ce qu'est la Corse, de ce qu'est ce pays, hein. Parce que moi, ça pourrait même s'exprimer en français, ça ne me dérangerait pas, à condition que ça raconte au moins ce qu'on vit ici. Parce que si j'ai entendu du rap, par exemple, de jeunes rappeurs qui me racontent des problèmes de cité dans lesquels ils vivent pas, et enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, ça. Tu vois, et ça, il faut abandonner ça, je pense. Il faut garder cette énergie qu'ils ont, elle est bien, mais il faut que ça raconte ce qu'on est, quoi, vraiment, tu vois. C'est important, je trouve, hein, tu vois. Et c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on est aujourd'hui. C'est très compliqué, tu vois. Mais c'est l'exercice d'un artiste, ça, pour moi. Tu vois. En 2022, vous faites une résidence à Pigne autour des archives sonores du Répertorium. Et vous dites une chose très belle, qu'est-ce que ce qui vous intéresse, c'est pas la musique de l'archive elle-même, c'est l'esthétique du autour, le bruit de fond, le grain, ce que la vie a déposé dans l'enregistrement sans vouloir l'y déposer. Vous entendez quoi exactement dans ce autour ? J'ai tendance à appeler ça l'esthétique, en fait, mais c'est un peu ça, je pense, hein, quelque part, hein. C'est quand on entend une chanson, ce n'est plus décortiquer ce que fait la batterie, ce que fait l'instrument, la musique pour un fond sonore, c'est pas ce qui est chanté réellement en termes de notes dedans, mais c'est de prendre ce qui dépasse nos peaux, ce qu'il y a autour, c'est l'invisible. C'est comment à un moment donné on capte cet invisible et comment à un moment donné une association de plusieurs paramètres, des notes qui sont chantées dans une cuisine en 1958, je dis n'importe quoi, hein, où on entend un bruit de fond derrière, où on entend des oiseaux chanter dehors, comment à un moment donné tout ça, tous ces paramètres vont créer un objet sonore qui va avoir une couleur bien spécifique. Et là, il y a une matière créative pour moi. Et j'adore les fonds sonores pour ça, hein. J'adore les fonds sonores pour ça, hein. J'aimerais en écouter d'autres que des Corses d'ailleurs, hein, mais j'adore ça parce qu'en fait, j'accède à un être humain qui est plus là la plupart du temps et qui me raconte quelque chose de profond sur sur ce qu'il est en train de vivre en fait. Même si c'est une photo ratée, souvent les archives c'est des photos ratées, hein. Je veux dire, mais même si c'est une photo ratée, souvent, et c'est ça qui est intéressant, c'est les défauts qu'il y a dedans. C'est quand on sent que la personne elle chante sans émotion parce que c'était pas le moment. Il était peut-être absorbé par autre chose. Mais ce que ça raconte est important. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travailler, d'écrire, de composer ? Oui, ouais, clairement. Oui, ouais, clairement. Clairement, parce que pendant très longtemps, je m'étais attaché à une écriture musicale assez traditionnelle ou classique, où la composition répond à des règles de base. Je ne les maîtrise pas complètement, mais je me perfectionne à chaque fois, hein, sur ça. Mais j'apprends, je me forme, hein. Mais par contre, ce qui est impalpable et ce qui n'est pas maîtrisable, ça c'est le juge pour moi, hein. Je veux dire, c'est pourquoi la Cold Wave, elle existe, par exemple, alors qu'ils font rien d'exceptionnel musicalement. Mais par contre, ils sont en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et il y a une esthétique sonore qui est à part, quoi. Et il y a un monde à part. Ils sont en train de créer un monde sonore à part, quoi. Ça, c'est intéressant, je trouve. J'ai cité la Cold Wave, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le courant minimaliste musical classique, pareil. Ça ouvre des champs, en fait, inspirants, très inspirants. Et ça m'intéresse. D'essayer d'ouvrir, de créer des brèches dans nos imaginaires, en fait. Ou c'est comme dans un tableau. On n'a pas un beau paysage. Et moi, j'ai envie de rajouter le petit détail au fond où on voit quelqu'un, par exemple, qui est en train de s'affairer ou qui est en train de se reposer auprès d'un arbre au fond du tableau. Et que cette personne est en train de raconter quelque chose dans son mouvement, quoi. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le paysage, mais voilà, tu vois, il y a ça, quoi. Ou la couleur, une couleur qu'on va rajouter qui n'était pas prévue.
Quand j'ai préparé cet entretien, il y a un nom d'une artiste que vous citez souvent, c'est Björk. Oui. Pourquoi Björk? C'est parce que l'Islande, c'est comme la Corse, mais sous la neige, parce que elle est pour la promotion culturelle de l'espace où elle a grandi. Qu'est-ce qui vous rapproche d'elle? Alors musicalement, elle me touche profondément. Voilà. Parce que... Alors, il y a peut-être quelque chose de l'ordre où c'est une insulaire, effectivement. Mais j'avais entendu son parolier dire que ils ont une autre approche de la mer qui n'est pas la même que la nôtre. J'avais trouvé ça très beau, qui disait que pour eux, la mer, c'était un pont vers d'autres pays. Et que c'était pas... Nous, on a tendance à C'est voir... pas une frontière. C'est pas une frontière, c'est pas surtout un espace où le danger arrive. Nous, on l'a dans notre culture parce que c'est un espace où le danger arrive, vraiment. Alors qu'eux, non. Et culturellement, et d'ailleurs, on l'entend dans cette musique, que c'est un espace ouvert. On l'entend dans sa façon de chanter, que c'est ouvert, quoi. Elle a des intonations, qu'elle a une façon d'articuler les notes qui laisse des chants complètement ouverts, quoi. Et ça, je trouve ça passionnant. Et bon, elle est hors norme, hein. Elle est hors norme, hein. Elle a une voix hors norme, elle a un univers créatif. C'est pour ça, tu vois, par exemple, dernièrement, j'adore Rosalia, par exemple, tu vois. Je voulais t'en parler. Voilà. Pardon. Je voulais vous en parler tout à l'heure parce que vous parliez d'influenceurs, de gens qui crient pas, et puis je me revois écouter l'album qui est extrêmement organique de Rosalia, le dernier, que je trouve fantastique. Voilà, moi aussi je le Fantastique, trouve très beau. Je le trouve très beau. Mais à comparaison égale, quand on voit Rosalia qui sort aujourd'hui, et quand on voit il y a 40 ans en arrière ce qui sortait sur la scène, c'était beaucoup plus créatif et beaucoup plus productif, hein. Björk a sorti des albums d'un niveau artistique largement au-dessus de Rosalia. D'ailleurs, elle n'invite pas pour rien, je pense. Parce qu'elle-même, voilà. Mais je veux dire, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, la différence et le paradoxe qu'il y a, c'est qu'on a des outils qui propulsent des gens. Et elle le fait très bien, elle est très intelligente, elle s'en sert très bien. Elle arrive à en faire quelque chose, elle arrive quand même à rester une artiste libre dedans. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, hein, parce que très peu de gens peuvent le faire aujourd'hui, hein. Et c'est un rapport de force avec les labels aussi, mais bon, c'est plus le même. C'est plus le même rapport de force. Il y avait un rapport de force avec les labels avant, mais il y avait des directeurs artistiques aussi avant, et il y avait un accompagnement, et il y avait un développement d'artistes. C'est plus le cas aujourd'hui. On demande aux artistes, c'est l'ubérisation de la musique, hein. On demande aux artistes de se développer eux-mêmes, et après derrière on vient et on voit ce qu'on peut prendre. C'est un peu ça leur logique, hein. Tu vois, en fait, hein. Pour moi, hein. Et des gens ne seront pas d'accord avec ça, hein. Il y a des gens qui vont dire mais non, pas du tout, c'est des accélérateurs, c'est des propulseurs après. Voilà. Et c'est un peu vrai aussi, mais moi je les vois pas comme ça. Moi je vois des managers, des labels qui attendent que l'artiste explose sur le réseau pour venir l'accompagner. Mais tu me disais non, mais dégage. Une fois qu'il a explosé, tu sers à quoi, enfin, tu vois. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait des staccanovistes qui composent des heures durant chez eux sans la reconnaissance devant leur ordinateur, qui vont faire jusqu'à 1 ou 2 albums par an quasiment, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je sais pas. En fait, je pense à Jul depuis tout à l'heure quand vous me parlez non, de... mais pour moi, Jul, on est dans un autre domaine, hein, pour moi. Là, je pense alors pour le coup, il a inventé autre chose, hein. Pour moi, on est dans un autre domaine. C'est-à-dire que là, on est quelqu'un qui est en phase avec cette industrie du marketing. Et que c'est un très bon marketeur. Et que c'est un excellent chef d'entreprise. Et qu'il a compris, si tu veux, le monde dans lequel il est. Et c'est pas qu'il sait s'en servir, c'est qu'il le maîtrise. Il le contrôle même. Donc voilà. Et moi, je suis assez admiratif de ça, hein, pour le coup. Hein, parce que moi, je ne saurais pas faire ça. Hein, enfin, tu vois. Après, est-ce qu'on peut parler de musique? Je sais pas, quoi. Pour moi, comme je te disais, la définition de la musique, c'est qu'il y a un lien avec... est-ce qu'Ayam reconnaît Jul, par exemple? Là, je pense que oui. Voilà, tu Vraiment. vois. Ouais, je pense. Je sais pas, peut-être. Hein. Après, je connais pas tout, hein, de Jul, hein, mais j'ai entendu les titres qui passent, enfin qu'on voit, tu vois. Moi, je t'avoue, je suis un peu perdu. Musicalement, je trouve pas de repères dedans. Les gens qui aiment le rap, peut-être, ils vont en trouver, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il ne touche pas que des gens qui aiment le rap, hein. Il touche un grand public, hein. Tout le monde a son mot à dire, hein. Et qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Il faut que ça touche. C'est une façon de toucher. J'ai l'impression que tout le monde a son avis sur Jul, hein. Moi, j'ai rien contre tout ce qui est populaire, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les succès populaires, c'est normal qu'ils y soient.
Et je trouve ça beau que les gens à un moment donné se réunissent devant un artiste, quel que soit. C'est pas parce que moi je l'aime pas cet artiste ou que j'aime pas ce qu'il fait. Enfin, en plus je crois que je l'aime bien lui. C'est plutôt ce qu'il fait que j'aime moins, mais bon. Mais je crois que je l'aime bien. En fait, je trouve c'est un bon gars, j'ai l'impression, quoi. Tu vois vraiment. Et je trouve que c'est important en plus dans la musique, hein, les Comme- bons gars, les gens qui sont animés par quelque chose de bon, qui produisent. Je trouve que c'est important. Et j'ai l'impression que le public sent ça aussi. C'est pour ça qu'il cartonne aussi, quoi. Tu vois. Parce qu'il y a quelque chose en fait où il est attachant, quoi. Tu vois. Et Quand il fait une piste avec Imouvrin, qu'est-ce que vous en pensez? je l'ai pas entendu la piste, donc je pense qu'ils ont leur raison. Écoute, après. Moi, demain, si Jules il me demande de faire une piste avec lui, tu vois, il le demandera jamais, hein. Mais je veux dire, mais, Et s'il nous regarde, mais, peut-être. mais pourquoi je refuserais? Enfin, tu vois, je veux dire, il fait rien de mal, quoi, tu vois. Pourquoi je refuserais? Encore une fois, on est dans la création, on est dans la fiction là aussi. C'est de la fiction musicale, mais on est dans la fiction. Pierre, on arrive à... Je crois qu'on est à une bonne heure d'entretien là. Plutôt que de vous demander de faire un bilan, je vais vous demander deux choses qui regardent devant vous. La première, qu'est-ce qu'un musicien corse de 25 ans qui vous regarde aujourd'hui devrait faire différemment de ce que vous avez fait? Non, mais je suis un très mauvais conseiller pour ça, hein. Non, non, je pense que je peux pas donner de conseils. Euh, on m'envoie, hein, des maquettes, des trucs, je donne mon retour, j'encourage, je suis attaché vraiment à la liberté d'expression. Je veux dire, si des jeunes ont envie de se mettre à 10 sur scène pour essayer de reproduire le réacquiste, c'est pas moi qui vais les blâmer, hein. Enfin, je veux dire, voilà, s'ils ont envie de le faire et qu'ils le sentent comme ça, c'est très bien, quoi. Je pense que d'une manière collective, on a autre chose à produire. Et je pense qu'il faut plus de diversité. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire, quoi. Il faut y être animé par ça aussi un peu, hein. Il faut que ce soit... Enfin, moi, c'est en moi. C'est viscéral. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout jeune. C'est quelque chose... j'ai pas de plan depuis le début. Enfin, voilà, je fais ça comme ça, quoi. Voilà. C'est ad lib. Ben, c'est ad lib et j'ai pas de plan. Et demain, si ça s'arrête, je ferai autre chose. Voilà. Mais tu vois, voilà. Donc, et du coup, je peux pas... Moi, je dis, faites ce que vous avez envie de faire, voilà, ce que vous aimez, surtout. Surtout, par contre, ne mettez pas d'objectifs politiques, des trucs comme ça, parce que ça, par contre, c'est une erreur. Allez, si ça doit être politique, politicienne, faites-le avec sincérité, quoi. Ne le faites pas pour exister dans des églises l'été, voilà, pour des touristes, ou voilà, ne le faites surtout pas pour ça. Faites-le avec sincérité, et ça, c'est important, par contre. Voilà, c'est le plus important, même. Qu'est-ce que vous accepteriez à 55 ans comme commande, comme projet, comme prise de position publique que vous n'auriez pas accepté à 25 ans? Pas pour vous faire avouer quoi que ce soit, hein, pour qu'on entende ce que 30 ans de pratique ont déplacé ou pas. Je crois que ça n'a rien déplacé, hein. Je crois que je suis à entier. Enfin, dans ma tête, j'ai pas l'impression d'avoir 54 ans. Et j'ai l'impression d'être resté bloqué un peu dans quelque chose de très adolescent aussi, hein. Dans mes choix, j'ai fait des choix des fois où je me dis ah merde, peut-être que j'aurais pas dû être là, quoi. Et puis au final, il est sorti toujours quelque chose de bon. Comme Et quoi? je peux pas dire. mais mais par contre, au final, il est sorti toujours quelque chose de bon. Ça m'est arrivé de dire, au final, il est sorti quelque chose de positif et de bon. Et finalement, c'est bien de l'avoir fait, quoi. Et chose qu'à 25 ans, peut-être, j'y serais pas allé. Il y a des trucs que j'aurais pas fait, peut-être, à 25 ans. Mais c'est une erreur. Je pense que je pense que, voilà, parce que ça m'aurait privé de quelque chose, par contre. Il y a quelque chose de fabuleux dans la musique, c'est que c'est tellement un domaine riche et dense, en fait, qu'on en apprend tout le temps, quoi. Tout le temps. Et j'en apprends sur moi aussi. Je me découvre des trucs que je pensais pas être capable de les faire, en fait, quoi. Et non, je pense qu'il faut rien refuser. Au contraire, il faut y aller. Mais j'étais comme ça à 25 ans, quand même, hein. J'étais pas si borné, hein. Non, non, je suis pas si radical que ça, en fait, hein. J'acceptais aussi que d'aller vers d'autres pistes, quoi. Donc c'est important, je pense. Pour la création, c'est important, en fait. Parce que même, moi, j'ai vu des fois Ennio Morricone faire la BO mais d'un navet. Enfin, c'est une espèce de reproduction de Star Wars, mais à deux balles. Enfin, un truc qui est passé. C'est un nanar, hein. C'est un nanar, hein. Et au générique, il y a Ennio Morricone, quoi.
Je pense que lui, il a regretté de le faire, mais voilà. Mais est-ce que maintenant il est plus là, bon, on pourrait plus lui demander, mais est-ce que ça lui a pas apporté quelque chose de faire ça, quoi? Peut-être, hein. Peut-être que de l'argent, mais bon. Bah, c'est la fin de cet entretien, Pierre Gambini. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? On Non. n'a pas parlé des Cantelli, mais c'était On déjà peut en très parler, long. hein. Moi, à moins que tu aies une contrainte de temps, mais Non, non, non. Mais je crois qu'on a fait un grand tour. Mais comment vous regardez? Quel regard vous avez sur les Cantelli aujourd'hui, quand même, après tout ce temps? une franche rigolade, hein. Non, là pour le coup, si tu veux, j'en garde un très bon souvenir parce qu'il y a eu 10 années passées ensemble, 10 années quand même, hein, 10 ans où on a écumé toutes les scènes de Corse, même sur le continent, pas mal de festivals. Le groupe, je me rappelle, bon, j'étais au devant du groupe, hein, c'est moi qui le traînais, hein, c'est moi qui le. Et le traîner, c'est le bon mot. C'était compliqué, mais voilà, mais je veux dire, mais c'est moi qui le boostais pour arriver à faire des trucs, quoi. Et on a fait signer avec une major, hein, à l'époque, hein, c'était Virgin, hein, où je me rappelle très bien avoir décliné l'offre. J'ai appelé le manager en disant on n'en viendra pas parce que l'équipe elle est pas solide. Mais c'est le cas, elle n'était pas solide. D'ailleurs, ça s'est disloqué après, voilà. Donc, mais cette partie-là où on s'en est voulu pendant longtemps, moi, elle est oubliée depuis longtemps. Moi, j'ai pas de, moi, je garde un bon souvenir de cette amitié forte, hein. On a vécu des moments forts, hein, en émotion, hein. Pourrait y avoir une reformation? Temporairement, oui, moi je pense. Enfin, je sais pas après eux comment ils sont entre eux, hein, je sais pas. Mais ça me dérangerait pas en tout cas. Ouais, le temps d'une scène, ça me ferait rigoler en tout cas. Ouais, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Pierre Gambini. Merci à toi.